Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Le dernier mais non le moindre. Eh oui, eh oui. Ce soir, je désirais m'entretenir avec toi sur quelques dossiers chauds d'actualité de la semaine. Dans un premier temps, je tenais à te parler des urgences dans les hôpitaux du Québec, surchargés, voire même pire que du temps de la pandémie. Puis j'ai préparé pour toi un PowerPoint que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, qui justement nous démontre qu'en 2018-2019, les temps d'attente dans les urgences du Québec étaient de 14 heures 12 minutes. Je vais arrondir, là, je ne vais pas vous dire les minutes, là. Était de 14 heures. En 2020, était de 15 heures. En 2021, c'était de pratiquement 16 heures. En 2022, on était à pratiquement 17 heures. En 2023, c'était 18 heures. 2024, on est revenu à 17h30 minutes. On se comprend que ça ne va pas bien dans les urgences du Québec. Non. Et voici, en lien avec ce que l'on vient de constater dans les urgences du Québec, ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait à dire à Patrice Roy de Radio-Canada, en lien avec les heures d'attente dans les hôpitaux. On écoute ça, puis après ça, on va en reparler ensemble. Il y avait ce matin un bon article dans la presse. Moi, je le prends comme une bonne nouvelle. On parle des urgences. Monsieur le ministre, Quand même. en fait, pire qu'avant la pandémie. OK. Mais les petites lignes en bas, ça dit, par contre, belle amélioration depuis l'an dernier. Non, mais c'est rire du monde, ça. Du monde. Ah oui, c'est... Non, mais t'en penses quoi, là? C'est de prendre le monde pour des valises? Ben c'est sûr, depuis le début, là, c'est de prendre du monde pour des valises. Ils sont pas capables d'admettre qu'ils n'arrivent pas à régler le problème, puis qu'ils veulent pas le régler non plus. Là. Ça, je comprends qu'ils peuvent pas l'admettre. Là. Ouais. Mais comment tu peux prendre le monde pour des idiots comme ça avec une réponse de même? Oui, mais c'est pas tout, là. Ouais. Maintenant, on va regarder les cibles que le ministre Dubé, désire atteindre dans l'amélioration des urgences des hôpitaux du Québec. Je les ai mis un à côté de l'autre. En 2019, la durée moyenne du séjour aux urgences, c'était 14 heures. En 2020, 15 heures, on l'a dit, 2021, 15 heures, 2022, 16 heures, quasiment 17, 2023, 18 heures, 2024, 17 heures et demie. Là, les cibles que le gouvernement veut atteindre, en 2023-24, c'est 17 heures. En 2024-25, on parle de 16 heures. En 2025-26, 15 heures. En 2026-27, il veut 14 heures. Fait que là, on revient à la case départ. On revient à la case départ Mais combien de milliards de départ plus? de 2018-2019. Eh ouais. Donc, le 14 heures qui vise à atteindre, pas de suite, là, Non. en 2027, c'est le 14 heures qu'on avait sous le gouvernement Couillard du Parti libéral du Québec en 2018-2019. Sylvain, explique-moi, pourquoi le gouvernement du Québec ne veut pas régler l'attente dans les urgences des hôpitaux du Québec? Ben, c'est sûr que là, l'expliquer, ça devient compliqué. Là. Tu dis, c'est tellement illogique qu'on ne peut pas expliquer ça. Mais on se ramasse à la même chose que M. Couillard, mais combien de milliards de plus que ça nous coûte? Avec toutes les augmentations, Non, mais on est rendu à la même place. Oui, mais avec je ne sais pas combien de milliards de plus qu'on a augmenté le budget. Claire. Ça n'a rien donné. Non. Ça n'a absolument rien donné. C'est une question de gestion. Est-ce que... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été à l'urgence dernièrement, mais c'est un fait que tu arrives là puis tu passes 18 heures à l'urgence ou à peu près. Là. Ouais. Si tu, mais pourquoi pas régler ça? Ouais. Il y a un manque de volonté. On a beau tout pelleter sur le Collège des médecins, mais à un moment donné, là, ils ne sont pas coupables de tout. On s'entend qu'ils retiennent un peu les valves. Mais moi, je pense que il y a plus que ça. Là. Ils ont eu le COVID pour cacher leur bévue. C'est ça. Parce qu'ils ont fait du millage en ramenant la faute sur le COVID en temps de pseudo-pandémie et plusieurs y ont cru. Mais on voit bien que le COVID, c'était pas la cause qui, non, du tout, de toutes les heures d'attente dans les urgences. Là. Je parlais avec Richard Descaries ce matin. Richard Descaries me disait aujourd'hui d'avoir rencontré à l'époque le père de l'assurance maladie du Québec, qui est l'honorable Claude Castonguay, qui lui avait dit à l'époque, et je cite ce que Richard me dit, moi, Claude Castonguay, je voulais faire un système 50 public, 50 privé, et l'État profond m'a obligé de faire un système de santé à 100 public. Pourquoi, selon toi, avoir obligé l'honorable Claude Castonguay à faire un système de santé 100 public? Bien, juste pour ramener dans le contexte, là, M. Castonguay, c'est dans les années 60 qu'il a amené ça. C'est pas dernièrement. Là.
sais, je veux dire, c'était déjà un problème à ce moment-là. Il y avait déjà un problème avec la question de privé-public, là. Fait que ce problème-là, il existe depuis tout le temps. Fait que c'est pas vrai qu'on n'aurait pas pu le régler. La raison pourquoi ils insistaient pour que ce soit public, bien, j'ai l'impression que c'est pour avoir un meilleur contrôle, puis tout ça, là, pour avoir budgété des déficits, puis ça a toujours été quelque chose de déficitaire. Ouais. Fait qu'à part ça, je veux dire, on voit les médecins actuellement, là. Les médecins, ils ont le pouvoir d'aller, les chirurgiens, là. Ils ont les pouvoirs d'aller du privé au public, là, la loi leur permet. Fait que les 15 premiers jours du mois, ils vont être au public, puis les 15 derniers jours sont au privé. Mais il y a une raison pourquoi ils s'en vont au privé, c'est que le public ne leur donne plus de salle d'opération. Fait qu'ils se disent, bien, tant qu'à me tourner les pouces chez nous, je vais aller opérer au privé. Fait que c'est un système qui volontairement ne marche pas. Ouais. Pourquoi les salles d'opération sont libres, là? C'est pas parce qu'ils sont remplis, là. Ils sont libres. Tous les délais d'attente qu'on a pour les chirurgies mineures, parce que les majeures, le délai est moins long, là, mais mineures qui ne menacent pas ta vie, c'est fou comment, là, on est rendu, je ne sais pas combien il y en avait dernièrement, mais on parle d'une hanche ou un genou, c'est 18 mois, 2 ans d'attente. Hey, t'es 2 ans sans travailler. Là. Un gars qui travaille sa construction pour qu'il se fasse changer un genou, là, il ne peut pas travailler. Là. Ouais. Ça coûte extrêmement cher à l'État. Ouais. Là, c'est terrible. Là, pourquoi ils ne veulent pas? Bien, pour créer, on l'a dit, créer un État là. déficitaire. Ben ouais, c'est ça. Le budget de la santé, là, c'est 42 du budget du Québec. Ben ouais, le budget de la santé, c'est 62 milliards par année. Le budget en éducation puis en santé ensemble, là, c'est plus de 65 des dépenses de programme du gouvernement québécois. Puis c'est les 2 pires départements de Puis c'est les Québec. 2 pires performances qu'on a Ben ouais. dans les ministères du gouvernement. Ouais. La dette du Québec, c'est 320 milliards. Fait qu'on arrive au bout du système. Puis pourquoi on persiste? Afin de faire sauter le système actuel, pour ouvrir la porte à une monnaie numérique, un identifiant bionumérique, un contrôle puis un crédit social de la population. Puis ça, on peut y arriver à ce renversement-là juste si on fait péter le système. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas le réparer, le système, puis on est en train de Puis ça l'amener au bout. leur permet aussi des fois de détourner l'attention parce que le 18 heures, où des fois c'est le pourcentage, ils sont à 120 140 d'occupation dans les hôpitaux, mais c'est juste que tu joues avec les chiffres. Le 18 heures d'attente, si tu rajoutes un médecin de plus à l'urgence, au lieu d'en avoir un la nuit, tu en mets 2, mais là, ton 18 heures d'attente, il va passer facilement à 10-12. Tu sais, c'est un médecin de plus seulement, là. Ils vont me dire c'est un médecin plus que les infirmières, mais les infirmières, ils semblent en avoir à l'urgence. Ils pourraient peut-être rajouter un médecin de plus, fait qu'il roulerait, là. Ou mettre des super infirmières qu'on a parlé dernièrement. Non, mais on utilise le COVID pas encore. Fait qu'on utilise... Tu sais, ça serait relativement... Puis quand je dis, là, facile, c'est une grosse bébite à tourner, mais il y aurait des moyens assez rapides, là. Pourquoi M. Dubé n'est pas capable de le régler actuellement, de l'améliorer? C'est parce qu'il ne veut pas, là. Il ne veut pas le régler. Il veut c'est pas, ça, là. la réalité. C'est ça. Maintenant, Sylvain, je voudrais te parler de l'État, de la taille de l'État. Ouais. Et des promesses électorales que les gouvernements ne semblent pas capables ou ne veulent pas tenir, en fait, de réduction de la taille de l'État. Et pour ce faire, je voudrais regarder une vidéo ensemble. Avant de regarder la vidéo ensemble, juste qu'on regarde peut-être la population des employés de la fonction publique du Canada. Ce qui est important de noter, c'est que sous le régime de Harper a descendu la taille de l'État à 257 034 fonctionnaires à travers le Canada. Ça, c'est en quelle année, ça? En 2015. En 2015. Dès que Trudeau est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, la taille de l'État se situe à plus de 357 000 fonctionnaires à travers le Canada. Écoute, c'est quasiment 10 de la population canadienne qui travaille pour le gouvernement. 1 1 Ouais. Tu as raison. Ouais. Quasiment 1 ça. C'est C'est énorme ça. quand même. Ouais. C'est le plus gros employeur. C'est le plus gros employeur. C'est ça. La taille de la fonction publique du Québec a également explosé, emmenant la CAQ, encore une fois, à ne pas tenir ses promesses électorales. Je t'ai préparé une vidéo qu'on regarde à l'instant, pour ça on va pouvoir la commenter ensemble. On prévoit abolir par attrition 5 000 postes. 5 000 postes au bout de 4 ans, de façon récurrente, ça va permettre des économies de 380
millions de dollars. Pourtant, malgré les départs, l'État a grossi sous la CAQ. 10 000 fonctionnaires de plus. Bien, ce sont des postes qui sont à plus de 80 % dans les 2 grands réseaux, c'est-à-dire en santé et en éducation. Ce sont des postes qui sont là pour les services à la population. Chose certaine, c'est une autre promesse rompue. Le premier ministre esquive les questions des journalistes. M. Legault, les oppositions vous accusent ce matin de ne pas avoir respecté votre engagement de réduire la taille de l'État. D'abord, je souhaite une bonne journée. Les Canadiens gagnent contre l'Avalanche du Colorado, c'est quand même pas rien. Ces ministres vont au front. Les embauches étaient nécessaires selon le gouvernement, qui avait promis de ne pas couper dans les services. Ne serait-ce que pour notre ministère à nous, on voit en termes de francisation, les besoins sont beaucoup plus grands du fait d'un plus grand nombre de personnes qui sont présentes au Québec. Les demandeurs d'asile ont accès à la francisation et il faut faire en sorte de répondre aux besoins. Donc, on a dû embaucher beaucoup plus de gens qu'initialement prévu parce que les besoins sont énormes. Depuis, il y a eu une pandémie. Et puis, on a une connaissance plus accrue du réseau de l'éducation. Puis, le constat dans le réseau de l'éducation, c'est qu'il manque de professeurs. Nous, on a un gros problème avec le fait que, malgré tout ça, les services de l'État aujourd'hui ne sont pas répondus. Et malheureusement, il est évident que les services actuellement, je veux dire, tout s'écroule. C'est terrible. Il y avait 68 000 fonctionnaires en 2018. Ils sont désormais plus de 78 000. Et dans la prochaine année, ce nombre devrait croître à nouveau, malgré la révision des dépenses annoncées. On n'est pas dans l'idéologie de réduire la taille de l'État pour réduire la taille de l'État. Nous, on veut que les Québécois en aient pour leur argent, que les payeurs des taxes puissent avoir des services pour les impôts qu'ils payent. Il est forcé d'admettre là, que ce député de la CAQ, là, il ne sait pas de quoi il parle. On veut que les Québécois en aient pour leur argent. Je regrette. C'est pire que jamais. C'est pire que jamais. Là. On est loin d'en avoir pour notre argent. A fait une réforme, puis ça presse baquet, parce que présentement, là, on paye des taxes. Écoute, j'ai juste lu dernièrement que pour un revenu familial de 60 000, l'excédent, donc 60 000 et 1 $, tout ce qui va excéder un revenu familial de 60 000, il va être imposé à 60... Il va rester 33 cents sur la pièce. C'est la plus... La pire taxation à travers toute le Canada. L'Amérique, même à travers l'Amérique. Tu vois, c'est pas vrai qu'on veut des services pour la population puis que la population en ait pour leur argent. Explique-moi encore une fois, Sylvain, pourquoi les gouvernements ne veulent pas régler le problème de la taille de l'État? Ça serait facile à régler. Oui, mais encore là, en étant le plus gros employeur, j'imagine que ça lui donne un pouvoir aussi. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si M. Harper avait réussi à la descendre, là, c'est sûr que le gouvernement Harper était un gouvernement qui était moins centralisateur. Là. Historiquement, les partis conservateurs sont moins centralisateurs, donc c'est sûr que ça amène à enlever plus d'employés. Là. Les libéraux ont toujours, se sont toujours grossis à chaque fois qu'ils ont été au pouvoir. Fait que puis on ne parle pas d'une petite différence. Là. Au fédéral, on parle de 100 000 de plus. Là. Puis c'est exponentiel, vous dire, ça va continuer à augmenter. Oui, c'est énorme. Puis par attrition, en théorie, ça aurait été relativement facile parce que il parlait de 5 000 par année. Il y en a un qui prend sa retraite, on ne le remplace pas. Vu que les fonctionnaires vieillissent aussi, bien, dans les prochains 10 ans, il va y avoir beaucoup de départs. Tu as juste à pas les remplacer puis redistribuer tout ça, là, on s'entend. Là. Ouais. Tu sais, ça aurait été facile. Mais ils ne le font pas. Mais moi, encore une fois, je pense ils ne le font pas. Je pense qu'encore une fois, on le voit encore, là. L'objectif, c'est de créer un État déficitaire. Ouais. Comment? En faisant péter l'économie. Pourquoi? Parce qu'un pays en faillite est dépendant de ses créanciers. Ouais. Mais c'est qui les créanciers? C'est les mondialistes. C'est ça, de ce exactement. Monde. Et le plan, c'est gérer les territoires. Le plan, c'est d'amener le contrôle de la population, l'implantation de la monnaie numérique, puis un gouvernement mondial. C'est pour ça qu'on veut pousser partout à travers la planète. C'est ça. On veut pousser l'économie à son maximum pour pouvoir instaurer un nouveau régime. Oui, puis vendre l'idée aux gens que ça va pas bien, on est en train de faire faillite, tu as aussi bien de vendre ta business, tu sais, vends-la, mais avant de tout perdre. Cette idée-là est là. Ouais. Ça va tellement mal que tu n'as pas le choix, on va devenir communiste, Tu sais, on écoutait tantôt le maire de Québec. Ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de dire là. C'est le prochain candidat au Parti libéral du Canada. Mais on s'entend qu'il parle qu'en Chine, c'est le gouvernement idéal parce qu'eux autres, quand ils veulent se revirer de bord, ça se fait facilement. Ouais. Ben oui, mais quand ils décident que tu vis plus, tu disparais de la map aussi. Là. Comment on peut dire quelque chose comme ça? V'là 15 ans, 20 ans, c'est lui qui serait fait mettre en prison pour avoir dit ça. Là. C'est lui qui aurait perdu sa job tout de suite. Là. Je comprends, mais tu sais, Sylvain... Ils sont tous... ils adhèrent tous à ce narratif-là. Ils adhèrent tous à ce narratif-là. Puis remarque, c'est la jeune génération. Exactement. Et cette jeune génération-là, ils sont en extase et élogent le communisme. Puis j'avais déjà lu dans un article qu'aux États-Unis,
ils préféraient le communisme à une certaine démocratie qu'ils ont présentement, là. Ils aiment mieux perdre une certaine liberté pour avoir un communiste qui va leur dicter quoi faire. Non, mais c'est rendu grave, là. Et ça, on commence à le voir parce que les penseurs de ce monde, la jeune génération, parce que c'est là l'école, c'est un lieu de propagande. On commence à les enseigner, à les driller là, de sorte que quand ils sortent de là, ils savent quoi dire, ils savent quoi penser, puis ils sont dans le narratif. Et ils ont acheté un narratif. Puis ceux qui n'ont pas adhéré à ce narratif-là, bien, dans les écoles, ils ne passent pas, ils disparaissent, ils décrochent parce que c'est pratiquement impossible. Tu ne pourras pas. Le seul moyen que tu aurais de réussir ton université, c'est de dire comme le prof. Fait que soit que tu adhères, ou si tu n'adhères pas à ça, bien, tu lâches, ou bien non, tu mens, tu fausses tes résultats. Dans le sens tu goût de pas y adhérer quand tu es la minorité qui se lèverait contre la majorité. C'est ça, tu sais. C'est tout ça. Exactement. En terminant, il y a le dossier de pétrole qui a quand même fait beaucoup réagir cette semaine. J'ai préparé une autre petite vidéo pour toi qu'on regarde, puis on la recommande par la suite. Il y a un sujet qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est cette hausse du prix de l'essence à la pompe. Il y a plusieurs personnes, des automobilistes, qui ont fait le saut ce matin. D'abord, je viens de parler à un expert qui me disait, bien, c'est le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été qui coûte cher. Il me donnait l'exemple que l'été dernier, avant l'été, en fait, il y avait eu une hausse de 8 cents. Là, on parle d'une hausse aux alentours de 15 cents. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? Non, on a toujours de nouvelles explications. Oui, J'avoue que ça, pour moi, c'est un nouveau phénomène. Et s'ajoute quand même à ça deux phénomènes. Un, on taxe quand même de plus en plus le pétrole. Ce matin, c'était avec un expert qui me rappelait la politique du gouvernement fédéral, les taxes sur l'essence. Puis au Québec, on n'a pas exactement la même. On a un autre système, mais qui va suivre le même chemin. T'sais, si M. Trudeau suit sa politique, d'ici 2030, le prix on monterait à 40 sous de taxes. Hein? Là, présentement, on est à l'entour de 15 à 17, monterait à 40. Donc, le pétrole serait plus jamais, à la pompe, serait plus jamais en bas de 2 piastres, à mon avis. On s'en va vers quand même un pays où les prix d'essence vont être beaucoup plus élevés. S'ajoute à ça la nouvelle taxe sur les carburants propres, qui, elle, entre en vigueur progressivement. Elle, c'est au moins un autre 17 sous d'ici 2030, un autre 17 sous le litre. Et là, je suis rendu à 57 sous supplémentaires en taxes. Celle-là, au Québec, on a le même système que les autres. On la paye, c'est une taxe fédérale qu'on va payer. Alors, il faut se préparer quand même à payer. Et puis là, je parle pas du prix du baril. Je parle strictement des taxes propres au Canada. Il faut se préparer à payer. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Sylvain, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Toi, on en a parlé tantôt dans Neury, de l'essence d'été versus l'essence d'hiver. Jamais. Puis, on n'a pas entendu beaucoup de gens se lever contre ça. Honnêtement, là, je suis surpris de voir que M. Dumont a ce discours-là. Mais moi, je n'ai pas entendu que personne n'a déchiré sa chemise. Là, sur écoute, TVA, on parle de les grands réseaux. Là. On parle de taxes. On parle de 57 cents dans la pièce. Ah ouais? C'est énorme. Puis on est déjà pas mal taxé au Québec. Quand on regarde, là, j'ai sorti ce que j'ai vu cette semaine dans les médias sociaux. Le Québec, on est imposé à 50 %. On a une taxe de TPS, TVQ, taxe carbone, taxe de bienvenue, taxe scolaire, taxe municipale, taxe de vidange, taxe de piscine, taxe sur le gain en capital, 100 du 50 % en gain, taxe sur l'Hydro-Québec, l'électricité est bien essentielle, taxe foncière, taxe sur l'alcool, taxe sur le tabac, taxe sur l'essence, taxe sur les véhicules à moteur, surtaxe pour les véhicules de luxe, contribution au régime des rentes du Québec, taxe sur les services de télécommunication, taxe environnementale sur les contenants de boissons, taxe sur les assurances automobiles, contribution à l'assurance médicaments, taxe spécifique sur le carburant diesel, droit pour la gestion des matières résiduelles, taxe sur l'immatriculation des véhicules lourds pour le transport de marchandises, taxe loi 82 de 64 tonnes, j'imagine, de pierre et de sable. À venir, la taxe kilométrique, la taxe sur la vidange rouge, la taxe sur les boissons sucrées, la taxe sur les foyers, la taxe sur les litières de chats, la taxation municipale sur les véhicules, l'immatriculation des chiens et des chats, l'immatriculation des vélos, la taxe sur les déchets. C'est incroyable. On paye de la taxe là, en joie de verre. Là. Puis, déjà que nos impôts sont extrêmement élevés. Puis ce qui me fascine, moi, dans tout ça, c'est que le Canada est le 4e plus grand producteur de pétrole au monde. Et puis, on a regardé la statistique avant l'émission. Le 3e en matière de plus grandes réserves à travers le monde. Si on est le plus grand producteur, puis on a les plus grandes réserves, on est parmi les 4 plus grands producteurs, puis on est parmi les 3 plus grandes réserves mondiales au monde, pourquoi on paye 57 cents dans la pièce éventuellement de taxes pour l'essence?
Ben, c'est une vache à lait pour eux autres. Ils sont en conflit d'intérêts. Quand ils augmentent l'essence, ben, automatiquement, les taxes augmentent. C'est une taxe ascenseur là, qu'on appelle. Fait qu'automatiquement, eux autres, c'est le fun quand l'essence augmente. Mais moi, je reviens toujours que on a augmenté beaucoup le baril, là, puis le prix du pétrole dans les 2-3 dernières années parce qu'il y a une guerre en Ukraine, puis que c'est plus difficile de produire du pétrole. Mais nous autres, on est autosuffisants. Pourquoi notre essence augmente? Ça n'a pas de sens. Ouais. La mondialisation nous oblige à mettre le même prix qu'en Russie ou en Ukraine ou en Arabie saoudite. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Mais là, parce qu'on adhère à la mondialisation, il faut charger le même prix partout sur la Terre. Donc, ce marché mondial-là nous coûterait finalement plus cher de ce qu'elle nous bénéficie. On n'a aucun bénéfice, en bout de ligne, à part, comme je dis tout le temps, d'avoir des bananes à l'année longue, là. C'est le seul bénéfice qu'on reçoit. Là. Moi, je me souviens, j'étais assez vieux. Quand on était jeune, il y a des fruits qu'on n'avait pas tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, des bananes, des mangues, des fraises, des framboises. On n'a pas ça l'hiver, à moins qu'ils soient congelés. T'sais? Mais ils nous ont vendu l'idée qu'avec la mondialisation, on va payer un petit peu plus cher ici, mais on va recevoir tellement de choses. Mais c'est pas vrai. À qui ça bénéficie, la mondialisation, d'abord? Pas nous autres, en tout cas. L'électricité, c'est la même chose. L'électricité... Ici, on en produit, elle ne nous coûte pas tellement cher à comparer avec tout le monde, là, mais on est obligé d'augmenter nos taux parce qu'en France, ils n'en ont pas. C'est quoi le rapport? Oui. Tu sais, à cause de la mondialisation, mais c'est une fausse mondialisation. Donc, on n'est pas si gagnant que ça avec le libre-échange. Pas du tout. Bien, le libre-échange avec les États-Unis, là, c'est un deal entre nous autres. Tu sais, fait que là, si tu calcules, là, ça peut avoir un certain intérêt. Mais le baril du pétrole, on ne prend pas de pétrole des États-Unis, nous autres. Ouais. Mais on est obligé de le vendre le même prix qu'eux autres. Moi, je vais te poser une question que j'ai posée à Philippe Mélanie un peu plus tôt. Comment expliquer que je ne peux pas faire bénéficier ma population des avantages rattachés à cette mondialisation-là, mais qu'ils continuent de garder ces inconvénients, alors qu'au nom de la mondialisation, on devrait pallier aux inconvénients. Ce que je veux dire, c'est que on produit notre propre hydroélectricité, on la revend, puis on la rachète plus cher ailleurs pour pouvoir pallier à notre manque à gagner ici. Ouais. On est le 4e producteur en importance d'essence au monde. On a la 3e plus grande réserve, mais on est probablement, puis je suis sûr que je ne me trompe pas bien, les plus taxés avec notre essence au monde. Ouais. Comment on peut arriver à dire qu'on va continuer cette mondialisation-là quand on fait payer nos propres citoyens plus cher qu'ailleurs pour des services qu'on produit nous-mêmes chez nous? Ouais. Bien, c'est une question de volonté, là. C'est parce qu'ils ne veulent pas. On voit quand M. Harper était là, je ne veux pas dire que son mandat a été sans faille, là, mais au niveau du pétrole, lui, il a fait la promotion du pétrole. À ce moment-là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les vannes, puis on a produit encore plus de pétrole. Puis ce que ça l'a donné comme bienfait, c'est que tout le Canada, on s'est sorti d'une crise là, à ce moment-là. Là. Parce que tout le Canada, les gens du Québec allaient travailler là-bas. Bien, leur chèque de paye était versé dans leur compte ici. L'argent se dépensait ici. Fait que ici, puis le Nouveau-Brunswick, ça a été bénéfique. Ouais. Le pétrole, c'est une richesse qu'on a. C'est pas vrai là, qu'il n'y a plus de pétrole qui va se faire pendant 15 ans. Là. Mais là, au lieu de ça, on arrête la production, on augmente les prix, on crée une rareté, puis là, on nous vend l'idée qu'on va on va se promener tout en char électrique, alors qu'on sait que c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Ouais. On dit à tout le monde de ne plus investir dans le pétrole, parce que c'est de l'énergie sale, puis c'est... Mais tout le monde, le matin, on prend toutes nos voitures pour aller travailler. Exactement. Puis s'il y avait un système de transport en commun extraordinaire, je sais pas si vous avez pris le métro dernièrement, là, écoute, c'est des catacombes, là. Tu sais, je l'ai pris un petit peu cet hiver parce que j'allais voir les Canadiens avec mon petit-fils, puis on prenait le métro. Puis c'est fou, là. Puis même actuellement, beaucoup de gens disent que les femmes ont peur de prendre le métro le soir après 9 h. Il n'est plus sécuritaire. C'est terrible, là. Il y a des agressions, de la violence. Fait que si tu veux avoir quelque chose qui marche, tu sais, au moins, rends-le rentable. Mais là, ça ne marche pas du tout. Encore une fois, l'objectif, c'est de créer un État déficitaire. Exactement. Comment? En faisant péter l'économie. Pourquoi? Parce qu'un pays en faillite est dépendant de ses créanciers. Puis quand tu es dépendant de tes créanciers, puis tu es un pays en faillite, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va chercher des ressources naturelles, notamment du pays. C'est qui les créanciers? C'est les mondialistes de ce monde. C'est quoi leur but? C'est un contrôle de la population puis un crédit social pour pouvoir arriver à gérer la population. Puis actuellement, nos ressources naturelles qui sont l'eau potable et l'hydroélectricité, ça va devenir aussi important que le pétrole en Arabie. Là. Puis si on légifère pas ça, on va se les faire enlever. Exactement. Parce que le plan, c'est de gérer les territoires, le contrôle de la population, l'implantation de la monnaie numérique puis le gouvernement mondial. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Ça semble défaitiste, mais c'est quand même ça la réalité. On s'en va vers ça.
Aujourd'hui, à la lumière de l'actualité et de ce qui prend place dans notre monde, nous pouvons voir 3 types de réactions, voire 3 types de personnalités. En fait, il y a ceux qui ne voient pas ce qui se passe et ce qui est en train de prendre place dans notre monde. Ces gens déconnectés, qui ne se posent jamais de questions et pour qui le cours de ce qui se passe est tout à fait normal et fait partie de l'évolution de la vie, d'une culture changeante et d'un changement générationnel duquel émane un changement culturel. Ceux qui plongés dans leurs occupations quotidiennes et qui ne prennent même plus le temps de réfléchir et se poser les vraies questions. Il y a aussi ceux qui, devant la pression sociale s'aplaventrissent, ferment les yeux et décident pour diverses raisons de s'allier à la majorité, et ce, par peur de représailles, par conformisme, par manque d'information et ou par manque de compréhension, par cynisme ou désillusion, par résignation ou encore pour des avantages personnels afin de conserver certains acquis, certains avantages personnels durement gagnés, soit un certain statut, une certaine réputation, des amis, une carrière, une paye, une femme, un homme, une certaine reconnaissance, et je pourrais encore descendre la liste. Il y a ceux qui décident de se lever, cette frange de société qui annonce, qui dénonce et qui prononce. Ceux qui choisissent de se faire entendre et d'être cette sentinelle qui expose les temps dans lesquels nous sommes et qui arrive à avertir le peuple et qui les avertissent justement de se réveiller, à changer de voie. Ces voix contraires et solitaires qui exposent la déchéance dans laquelle notre société sombre et dans laquelle nous plongeons aussi. Cette voix contraire est souvent solitaire, est celle qui ose se lever même face à l'adversité, est celle qui sait affirmer le contraire même lorsque ce n'est pas un message populaire, est celle qui ne craint pas d'exposer peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. Cette voix contraire et solitaire est celle qui préfère dire que de mentir pour se faire de la foule applaudir. Elle est cette voix souvent mal aimée qui vient régulièrement nous confronter, nous stimuler et nous défier à changer. Elle est cette voix qui annonce que la seule et véritable solution à nos problèmes et nos maux de société se trouve en Jésus. Marc 8, les versets 35-36 va nous dire « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Jésus est celui qui peut soit changer véritablement le cours de nos vies. Jérémie 29, 11 va nous dire « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Il est le seul qui peut donner un avenir et une espérance à chacune de nos vies. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.